Nous allons avoir un peu plus de temps, étant donné la défection d'Hélène Dumas, qui ne sera pas avec nous, donc qui pourtant avait beaucoup travaillé sur cette question à propos du génocide des Tutsis du Rwanda, et en particulier le cas des enfants, et qui va d'ailleurs publier bientôt un livre sur ce thème dans une nouvelle collection qui a été inaugurée par Arlette Farge au mois de septembre dernier. Donc notre question, vous l'avez compris, c'est bien la question des archives de soi, avec trois participants. Patrice Marcillou, donc professeur d'archivistique à l'université d'Angers, qui interviendra en dernier dans cette discussion s'il le veut bien. Et puis auparavant, on entendra Jean-François Lay, qu'on a déjà entendu brièvement dans la conversation précédente. Et je vais donner tout de suite la parole à Isabelle Lacoula-Barthe, donc maître de conférence à Sciences Po Toulouse, directrice de la revue Diaspora, qui travaille sur les récits autobiographiques des chercheurs et qui va nous présenter un cas particulier d'égo-histoire. C'est une collecte qui a été lancée il y a maintenant quelques années, c'était il y a 4 ou 5 ans, on va en parler tout de suite avec vous, qui s'intitule Itinéraire, mais vous avez dû déjà en entendre parler, et dont le premier qualificatif était la fabrique de l'histoire. Donc ça m'amusait beaucoup de commencer par elle. À toi, Isabelle. Merci beaucoup à tous et à toutes. Oui, effectivement, moi je vais faire un petit retour d'expérience sur un projet de recherche qui a été mené depuis quelques années. Alors donc, égo-histoire, je ne vais pas du tout l'employer en référence véritablement au texte de Pierre Nora, enfin au livre qui a été initié par Pierre Nora en 1987, mais en revanche, il y a un lien avec les textes que je vais évoquer, qui sont en fait les mémoires de synthèse des habilitations à diriger des recherches, parce que c'est souvent comme ça que ces textes sont présentés comme étant des égo-histoires. En réalité, il n'y a absolument pas... ce terme d'égo-histoire n'est pas présent dans les textes qui fixent ce que doivent être ces documents, ces mémoires de synthèse. Alors, juste quelques petits éléments, si j'arrive à... sur ce qui est en fait, ce que doivent être ces textes, c'est assez flou. En réalité, ça se trouve dans l'arrêté du 23 novembre 1988 qui fixe ce que doit être le travail d'habilitation, et dont vous voyez notamment dans l'article 4 qu'il est question soit d'un dossier de travaux, soit d'un travail nouveau, en fait, publié ou pas. Et puis d'un mémoire donc, qui doit, enfin d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat. En réalité, l'alternative n'en est plus une, puisqu'il y a à la fois dossier de travaux et travail nouveau. Et ce mémoire de synthèse qui semble en fait dans un premier temps n'avoir pas un grand usage, sinon ponctuel, on pourrait dire presque réservé au temps de la soutenance. Rien n'est prévu concernant l'archivage de ce texte, alors qu'il s'agit donc de textes qui sont systématiquement produits, ou presque, on le verra, mais d'un accès compliqué. Alors dans l'ANR, le programme de recherche itinéraire, effectivement sous-titré au départ La fabrique de l'histoire telle qu'elle se raconte, qui a démarré en 2014, qui s'est officiellement terminé en 2019, mais auquel on essaie de trouver des moyens de donner suite, on va dire, eh bien, on a considéré... le porteur du programme était Patrick Garcia, mais toujours Patrick Garcia. Nous avons considéré que ces documents produits surtout depuis les années 1990, donc, pouvaient être un poste d'étude privilégié de la communauté historienne, si tant est qu'elle existe, contemporaine, et que ça pouvait permettre de nourrir une sociologie de la profession, une étude de l'historiographie de son évolution, et sans s'appuyer en fait sur les textes publiés de quelques figures de proue tels qu'ils ont pu être publiés à partir des années 1980, mais qui s'ancreraient davantage au cœur de la masse des parcours de recherche d'une génération d'historiens et d'historiennes. Donc un projet d'une sorte d'histoire, de l'histoire par le bas, on pourrait dire. Alors il nous fallait trouver en fait un moyen de collecter ces documents
Et pour disposer de ces textes, dans la mesure où il n'y a pas de fichier national, dans un contexte de dépôt et d'enregistrement assez aléatoire au niveau local, il nous a fallu en fait chercher les auteurs, les autrices de ces textes et les inciter surtout à nous confier leurs documents. Donc il y a eu un temps de collecte lancé par l'intermédiaire d'associations de spécialistes, par les médias. Donc la Fabrique de l'Histoire, par exemple, a contribué à lancer cet appel, mais aussi de manière plus empirique en faisant appel à nos réseaux personnels, l'équipe d'itinéraires comprenant une quinzaine, une vingtaine de personnes, un petit peu variable au cours de la période, pas venue exclusivement de l'histoire contemporaine. Et donc pour compléter, essayer d'avoir un échantillon suffisamment important, on a essayé aussi de produire un recensement, c'était ça qui nous intéressait aussi, qui manque encore à ce jour. On a demandé des listes aux écoles doctorales d'un certain nombre d'universités, sollicité des listes du CNU. Et on a aussi utilisé la base qui a été mise en place à l'initiative d'Emmanuel Picard, sous la direction d'Emmanuel Picard, sur les historiens et les historiennes français, en gros de 1980 à 2005. Donc il a fallu aussi, pour pouvoir intégrer ces documents à une base de données qu'on a construite, je vais y revenir, et les reproduire, on a dû solliciter, bien sûr, l'autorisation des auteurs et des autrices de ces textes, leur demander aussi, enfin à ceux et celles qui acceptaient de confier leur mémoire de synthèse, de nous transmettre leur CV pour compléter et, en fait, dans une perspective d'études prosopographiques, pour éclairer aussi certains aspects du mémoire de synthèse, voir ce qui se dit, ce qui ne se dit pas en particulier. Alors, au total, la collecte a permis de réunir actuellement, elle est toujours ouverte, donc avis aussi à ceux qui souhaiteraient remettre leurs textes. On a autour de 265 textes actuellement, sur un ensemble de qualifications en histoire pour les sections 21 et 22, qui serait d'environ 1270 personnes. Donc c'est à la fois un corpus qui est important, en nombre de pages c'est très volumineux, et qui est limité par les difficultés à constituer ces archives. Donc d'abord difficile à localiser, il est parfois aussi difficile de contacter des collègues, de les retrouver tout simplement, et puis parce qu'il y a surtout eu des résistances à notre demande, soit explicites. Et donc là, c'est aussi une manière d'effacement, parlait Philippe Arter, mais d'une autre façon, en disant j'ai perdu le texte, donc qui n'a pas été en fait archivé, enregistré, ou sur des supports qui sont désormais vétustes, les disquettes par exemple, et par ailleurs aussi des résistances passives sous forme d'absence de réponse. Certains aussi nous ont dit non, c'est trop personnel, je ne souhaite pas remettre ce texte où il a été fait à la va-vite, etc. Alors, une grande variabilité dans les réponses et également dans les textes qui sont assez différents et ces variations sont à mettre en rapport avec plusieurs éléments. D'abord, la considération qui est portée à l'exercice dans les instances et puis par les garants et les garantes, qui varient dans le temps. Dans les premiers temps, il y avait peu d'attention qui était portée à l'exercice, qui était au mieux perçu comme inutile et au pire comme une espèce de dérive concomitante de la parution des essais d'égo-histoire qui n'ont pas été toujours très bien reçus. Il y a eu un numéro du débat, notamment en 1988, un an après la publication des essais d'égo-histoire qui étaient très critiques sur cette entreprise initiée par Pierre Nora. Donc certains garants, dans les débuts, n'exigeaient pas le texte, ont accepté une sorte de CV à peine développé, donc il y a des espèces de cas de dispense de l'exercice. Mais dans ce domaine, en gros, les temps changent. Le mémoire de synthèse est de plus en plus pris au sérieux, valorisé, au point qu'on voit un certain nombre de consignes apparaître dans les écoles doctorales. Et donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, vous voyez, par exemple, pour le HESS, il est indiqué que le texte ne doit pas être inférieur à 100 pages. Donc, ces exigences se structurent, s'homogénéisent, quoique, donc vous voyez qu'on n'a pas la même exigence pour l'école doctorale de Sciences Po. Et en tout cas,
il y a une valorisation de plus en plus importante, valorisation qui se traduit aussi par le fait qu'un certain nombre de ces textes donc sont publiés dans la collection donc, itinéraire des publications de la Sorbonne. Donc, vous avez... parce que ah, ça passe pas. Ça passe pas. Ah, ouais. Si je reclique dessus. Certains de tes slides, c'est la précédente passée, mais pas le... Ouais. Et si je fais sur suivre, ça marche pas. Non, là c'est la même. Là c'est pas passé. Non. Non, c'est bizarre. C'est laquelle? C'est celle-ci. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc c'était en fait pour montrer ces volumes de publication de la. Oui, merci. De la Sorbonne. J'espère que la suivante passera. Ce qui change aussi, c'est la posture des historiens et des historiennes par rapport à cet exercice. Bon, là, je vous avais prévu effectivement un certain nombre d'exemples, mais je crois que ça ne veut plus passer, tant pis. Donc, un certain nombre estiment qu'ils vont se plier à l'exercice, mais sans aucune conviction. D'autres, au contraire, manifestent un réel intérêt pour ce type d'exercice. Donc le résultat, c'est qu'on a un corpus qui est relativement hétérogène, mais qui tend quand même globalement à s'homogénéiser dans la durée, notamment en termes d'ampleur et de soins qui est apporté à ce document. Alors, que peut-on faire à partir de ces documents? Comment est-ce qu'on peut les exploiter? Donc, on a fait, merci, le choix d'une étude qui soit à la fois qualitative et quantitative. Ça passe pas, c'est pas grave. Avec donc la mise en place d'une base de données qui permet une approche prosopographique. Donc là, j'avais prévu de montrer une diapo d'un de ces cas de pages dédiées à chaque auteur et autrice de mémoire, pour lequel on récolte un certain nombre d'informations. Une analyse aussi qui est lexicométrique avec un logiciel de codage des textes. Donc ça, c'est la base de données. On peut arriver à la suite. De codage des textes par le programme MaxQDA qui est disponible par le PJR Humanum et qui nous a permis de distinguer 3 grands axes d'études. Voilà, donc vous avez un certain nombre de ces codes. Ce qui relève de l'historiographie, du parcours historiographique. Ça nous permet également d'avoir des éléments de sociographie et puis tout un ensemble de codes qui portent sur l'écriture de soi et donc qu'on a ensuite affiné en recodant des extractions de ces textes. Alors, ces sources, pourquoi est-ce qu'on les a trouvées intéressantes? Donc, comme je le disais, dans la perspective d'essayer de mener une étude sociologique de la profession, une étude de réseau aussi, des influences, des figures marquantes, des réseaux concernant les jurys, les directions de thèse, les directions d'habilitation, mais aussi un travail sur le rapport des historiens et des historiennes à la réflexivité, à l'écriture de soi, tout simplement aussi à l'écriture, à la littérature. Et on a aussi, dans cette perspective, combiné la collecte avec une collecte d'archives orales, avec des entretiens qui étaient menés, y compris donc avec des personnes qui nous avaient remis leur mémoire écrit, et donc de bien voir l'articulation entre ce qui se dit et ce qui s'écrit sur soi, et l'écart entre les deux. Sur plus long terme, ce qui nous a intéressé, c'est la constitution d'un fonds qui pourrait être complété et exploité par la suite. Donc, Philippe Artière parlait hier du projet ou d'une manière de mettre en commun entre chercheurs et de faire profiter d'une collecte qui serait ponctuelle ou liée à un projet particulier. Et bien là, c'est ce qu'il s'agit de faire, hein, de créer un pot commun, en quelque sorte, pour des exploitations ultérieures de ces documents. L'intérêt serait évidemment d'élargir avec une comparaison qui pourrait être faite avec d'autres disciplines, comme ça a été le cas dans le séminaire en fait, qui a été mené par le programme de recherche. Il y a eu des représentants de la géographie, d'ethnologie, de littérature.
Mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de comparer hors SHS, puisque les normes ne sont absolument pas les mêmes. Donc un outil, ce qui nous semble être un outil pour une histoire comparative, une histoire des sciences, une sorte de filon qui ne demande qu'à se constituer en fond, ce qui n'est pas sans poser problème, je l'ai dit, mais qui est très prometteur. Et on retrouve un peu ce que disait Yann Potin hier, c'est-à-dire que la question principale de l'archive, c'est de la nommer. C'est à partir du moment où on décide que ces textes constituent des archives que l'on va pouvoir essayer de peser. C'est un des buts du projet de recherche aussi, pour obtenir une généralisation du dépôt, une systématisation de l'archivage. Et puis c'est aussi une sorte de pari, là encore, pour revenir à ce que disait Yann Potin hier, c'est la transformation d'un papier qui est exigé, qui est contraint, en archive. C'est une forme de pari sur ce que Yann Potin nommait hier sa radioactivité. Est-ce que effectivement c'est un texte qui continuera à avoir de l'intérêt? En tout cas, et ça renvoie aussi à ce que disait Anne Stoller sur le fait hier que de dire j'ai une archive donc ça compte. Là effectivement on part de ce qui nous semble avoir de l'intérêt pour ensuite construire ces documents en archive. Voilà, donc je pourrais évidemment revenir sur certains aspects du programme si vous le souhaitez, mais je vais m'en tenir là et je vous remercie. Merci. Alors, parmi ces archives de soins, et il y en a certaines, et elles ont été abordées brièvement dans la suite de la discussion avec Philippe Artière à l'instant même. Certaines sont particulières, et tu as abordé tout à l'heure la question de l'agenda. Je crois que c'est au cœur de ta communication. Oui, après les questions de Philippe Artière sur l'archive de soi, l'écriture de soi, pratique d'écriture, on a passé pas mal de week-ends ensemble à recueillir dans les brocantes des écritures de toutes sortes, des correspondances évidemment, des dossiers personnels, des dossiers administratifs et entre autres des agendas. Donc on a recueilli depuis quelques années pas mal d'agendas autour de cette question, mais qu'est-ce qu'on écrit dans un agenda? D'abord, évidemment, c'est le XXe siècle, les agendas peut-être commencent à disparaître un peu, mais dans ces agendas, est-ce qu'on peut l'interroger sur, mais qu'est-ce qu'on écrit vraiment dans un agenda? Qu'est-ce qu'on raconte ou qu'est-ce qu'on note? Quels sont les types d'annotations que l'on fait? Est-ce que les agendas des ouvrières, d'une infirmière, d'un cadre supérieur, d'un ouvrier, d'un médecin, d'un chômeur, est-ce que ça se ressemble un peu? Oui, non? Quelles sont les marques? Quelles sont les marques qu'on peut relever, qui relèvent à la fois du travail, du privé, de la famille, de l'intime? Donc, il nous a semblé que c'était intéressant de prendre cet objet agenda, cet objet qu'on manipule encore, qu'on a manipulé longtemps pendant tout le XXe siècle, qu'on a manipulé, mais qu'on n'a jamais donné, qu'on n'a jamais montré, qu'on a souvent recherché. Mais où? T'as pas vu mon agenda? Tu sais où est mon agenda? T'as mon agenda l'année dernière? Tu l'as? Non. Et donc, c'est ce petit carnet qu'on a en poche est un instrument, un outil, quelque chose de très intime, de très privé, à tel point qu'on ne le voit plus, qu'on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Dans votre agenda de l'an dernier, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, vous ne savez plus très bien ce qu'il y a dedans. Retournez dans vos agendas d'il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et vous allez découvrir énormément d'événements que vous avez, bien entendu, complètement oubliés. Donc c'est intéressant de s'interroger sur mais qu'est-ce qu'on note? Qu'est-ce qu'on note dans un agenda? C'est ce qu'on doit faire? Oui. C'est des rendez-vous? Oui.
c'est ce qu'on aimerait faire, c'est ce qu'on souhaiterait faire. Possiblement, j'aimerais bien faire. Et donc, on va avoir des rendez-vous réussis, des rendez-vous ratés, mais aussi des notations de soi, sur soi, des notations sur l'entourage de soi. Et surtout, le plus important, thématiquement, c'est l'organisation du temps. Comment le temps se découpe, qu'est-ce qui découpe le temps. Et donc, prendre des agendas d'un cadre supérieur, d'un ouvrier des pompes funèbres, d'une infirmière, d'un chercheur ou d'un chômeur, ça nous permet de rendre compte, de reconstituer comment il découpe son temps, comment le temps est découpé, mais aussi comment, derrière ces notations personnelles, manuscrites, cette pratique, il y a des institutions, des obligations, des contraintes, des exigences, des rendez-vous obligatoires. Donc sur la question de tout à l'heure, le soi, le nous, le soi, le nous, évidemment, l'agenda est complètement entremêlé de forces, de pulsions de soi, de désir, d'envie, je bouge dans la semaine, oui, je bouge, certes, mais je ne bouge pas tout seul. Je bouge dans des nous, dans des petits collectifs, dans des cercles de proches, de moins proches, avec aux aguets des institutions. Et donc, il me semble que cet outil, cet espace, ce petit carré blanc, ce petit carnet de poche, porte un intérêt sur l'organisation du temps, mais aussi comment on va trouver des variations sur 6 mois, sur 1 an. Bien sûr, ça suppose qu'on a une collection d'agendas sur plusieurs années, mais on va voir des transformations de l'agenda. Je prends un exemple autour d'une maladie, autour évidemment d'un décès, d'un déménagement, d'une transformation biographique. Chaque transformation biographique laisse une trace dans l'agenda. Question qui domine, qui surplombe un peu ces traces biographiques et ces ruptures biographiques, c'est que si vous menez des entretiens avec les gens 10 ans après, ils vont vous raconter une histoire biographique très souvent en rupture différente des traces que vous trouvez dans l'agenda. Bon, c'est pas une parenthèse, je ne peux pas développer longuement, mais c'est intéressant de voir comment l'oralité, le récit de soi est très peu fidèle aux traces écrites qu'on peut trouver dans l'agenda. Donc, erreur de date, erreur d'année, erreur de prénom, enfin, oubli. Alors oui, il y a évidemment énormément d'oubli. C'est intéressant parce que l'archive orale, ça nous montre la capacité d'oubli. Ça nous informe un peu sur des éléments, mais ça nous informe surtout sur tout ce qui est oublié. Et donc l'agenda est un traceur terrible, terrifiant, et donc beaucoup de désirs, en fait, d'intentions, de portes ouvertes, de tentatives d'ouvrir des portes. Et donc, il y a une espèce, on peut dire, de discipline du soi. On peut dire que le soi dans l'agenda est un soi discipliné et un soi qui est flottant, un peu éphémère, qui va passer les 6 mois et soudain un nouveau désir, une nouvelle réalité va apparaître. Donc c'est un peu une espèce de flottaison où les événements flottent et disparaissent. C'est un peu comme les bouteilles en plastique en mer, ça ressemble un peu à ça. Des choses qui apparaissent, une maladie, soudain on prend plus la température, on suppose que la personne a été guérie, mais hop, ça disparaît, la maladie disparaît. Donc, comment on s'est mis, nous, dans cette salle, au XXe siècle, à écrire dans un agenda? Comment, au XXe siècle, comment nous sommes entrés en agenda? Pour peut-être comprendre cette opération, il faut sans doute se plonger dans la scolarité
et dans le fameux cahier de texte que vous avez tous rempli un jour. Et donc le cahier de texte des enfants, dès le début du XXe siècle, dès la fin du XIXe, le cahier de texte, c'est le début de la notation des devoirs à faire, du devoir-faire, du rendez-vous à ne pas oublier, des choses à ne pas oublier. Et donc, tout simplement, s'interroger sur comment nous avons appris l'heure. Quelle heure est-il avec des enfants d'1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans? Comment ils apprennent l'heure? Combien d'années faut-il pour apprendre l'heure? Combien d'années nous faut-il pour comprendre que demain, à telle heure, nous avons un rendez-vous? 12 ans, 13 ans, 15 ans. Pour sourire, on peut penser peut-être 29, 30 ans, 35 ans. Être au rendez-vous à l'heure. Apprendre, non, l'apprentissage de l'heure, ça nous fait sourire, évidemment. Enfin, mais on peut s'interroger. L'agenda a un rapport avec le rendez-vous à l'heure. Comment une société, comment des groupes humains ont appris à être, à noter, à respecter des heures, enfin à pointer des heures et à noter. Bon, c'est très intéressant. Et donc ça commence dans la scolarité pendant 10, 15 ans, 18 ans. Et ça continue tout au long de la vie dans le travail. Donc il y a évidemment un immense rythme, un rythme disciplinaire de la scolarité, du travail. Et ce sont quand même les disciplines qui nous inscrivent. Il faut reprendre une phrase de Durkheim qui dit « Le temps, ça n'existe pas. Le temps, il n'y a que des temps sociaux. Ce sont les temps sociaux qui font que les individus marquent et produisent leur propre temps. » Et donc, l'agenda est un fixateur de ces temps sociaux. C'est un fixateur de ces cérémonies, de ces liens de filiation, de ces relations aux autres. Et donc, c'est pour ça qu'évidemment, c'est éminemment intime et éminemment une archive de soi. Donc, des temps, dans l'agenda, des temps cohabitent, des temps se croisent, les anniversaires, les dimanches, les sorties, les coupes de température en période d'ovulation. Avant 1970, on en trouve dans les agendas des comptes, le café matinal, des vêtements achetés, des listes de courses, des additions, des codes. Tous les agendas contiennent des petits codes. Le petit code, c'est « sait-on jamais si quelqu'un trouve mon agenda ?» J'ai pas envie de le partager. Donc on codifie, on met des lettres et des mots dans un agenda trouvé. Il y avait toujours, tous les matins, deux lettres en tête du jour. Pendant toute l'année, on a mis des mois et des mois pour comprendre que ça indiquait la météo. On s'est cassé la tête, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est c'est MT, BT, BT, O. Non, mais c'était. On s'est cassé la tête, tout ça pour. Non, mais c'est important parce que la météo pour cette personne qui habite à Cherbourg. Non, mais je veux dire, habiter à Cherbourg nécessite de connaître sérieusement la météo. Et donc tous nos agendas contiennent des singularités. C'est ça, enfin bon, c'est cette part-là qui m'intéresse. Et cette part. Et donc je voudrais simplement vous lire un agenda. Non, pas vous lire un agenda. J'ai pris au hasard un agenda d'un cheminot. Année 1966, j'ai pris au hasard un cheminot. Fédération nationale, c'est un agenda qui est fourni par la Fédération nationale des travailleurs cadres techniciens des chemins de fer français. 1966. Il fait 250 pages. L'agenda, il y a la moitié de l'agenda, 125 pages, qui sont des pages de renseignements personnels, d'informations de la SNCF. Et je voudrais vous lire à la Pérec toutes les informations contenues dans l'agenda. Vous savez sans doute évidemment que les viticulteurs produisent leurs agendas, les cadres supérieurs ont leur agenda, les travailleurs des banques ont leur agenda, tous les travailleurs, les entreprises fournissent les agendas dans lesquels il y a beaucoup d'informations. Et je voudrais vous les lire pour qu'on ait un peu une idée de
comment le soi se plante, dans quoi on se plante dans ce petit carnet, dans quelle réalité on se plante. Nom, prénom, grade, résidence, emploi, domicile, rue, numéro, syndicat, caisse de maladie, prévoyance, en cas d'accident, prévenir, numéro de téléphone, caisse de maladie, prévoyance, caisse de retraite, mortuaire, carnet de circulation de la femme, des enfants, adresse utile, 3 types, instance syndicale, Union des travailleurs, confédération de la CGT, Union Alsace-Lorraine, Union Méditerranée, chemin de fer de France, des pays d'outre-mer. Instance administrative, caisse des retraites de la SNCF, caisse de prévoyance, contentieux de la SNCF. Page 5. Amorce des renseignements pratiques contenus dans l'agenda. Je cite. Pour aider nos camarades à trouver ce qui les intéresse dans les documents de la SNCF, dont nous vous donnons quelques extraits dans l'agenda, notez qu'il se compose de 24 fascicules. Dans ces fascicules, il y a des morceaux par trimestre. Chaque trimestre a un calendrier. En notation à chaque page, lisez et faites lire la vie ouvrière. N'oubliez pas de lire la vie ouvrière. Tous les jours, vous ouvrez votre agenda, mais lisez la vie ouvrière. Des graphiques. On vous propose à la fin pas mal 12 graphiques où vous notez chaque mois, l'année, un tableau quadrillé, 31 jours, 24 heures. C'est le graphique de votre travail, service effectué, à remplir par soi-même. C'est un tableau vierge pour relever les jours de repos, les jours de récupération, de congé, etc. Donc c'est un outil. L'agenda est un outil syndical de contrôle de son temps de travail pour vérifier si mon temps de travail a bien été comptabilisé dans le fichier officiel de la direction de la SNCF. Donc le contrôle de soi, l'agenda, c'est le contrôle de soi. C'est l'apprentissage du contrôle de soi. Il nous faut des années pour arriver à se contrôler un peu et arriver à comprendre que le soi s'enroule comme une barbe à papa autour des règles, autour de ce que je viens de dire, que je peux continuer un tout petit peu. Ce que vous devez savoir sur le déroulement de votre carrière, coefficient de traitement, échelle, échelon, indice A, B, réglementation de travail, congé réglementaire, congé supplémentaire avec solde, congé sans solde, les avantages que procure le statut de cheminot, facilité de circulation des agents de cadre permanent, des agents retraités, carte de légitimation internationale valable certaines lignes de chemin de fer étrangères, bon de transport pour provision de ménage, réduction au buffet des gares, régime général, faute inexcusable de l'employeur, situation en état de blessure ou maladie professionnelle, caisse de retraite SNCF, caisse de prévoyance, assistance médicale, remboursement, des soins, maladie, longue durée, droit à prestation, 125 pages. Tous les jours, vous ouvrez votre agenda pour voir ce que vous faites dans la journée. Et puis, de temps en temps, vous faites un saut dans la page 128, 140. Et au fil des années, ça infuse l'institution. L'agenda est une infusion. C'est un sachet d'infusion dans lequel le soi arrive à se composer, à se recomposer, et donc à intégrer un certain nombre de règles extrêmement fines, surtout pour les cheminots. Enfin, je veux dire, c'est une institution. Les cheminots, c'est une véritable institution où, pour finir, l'archive de soi, on peut penser, c'est une hypothèse, on peut penser que le soi se lève, s'écrit, se dit, s'érige, qu'à partir d'un dehors et d'une structuration du temps, d'une discipline, en somme. Et donc, on peut penser que ce sont les disciplines qui rendent possible ce soi. Ce sont des écrits qui sont bordés par des droits, qui sont bordés par une famille, la famille des cheminots, qui produisent un sentiment d'appartenance très puissant, on le sait et on le voit encore aujourd'hui, un groupe de travailleurs solidaires qui veut rester solidaire, même s'il diminue complètement en nombre, de moitié ou plus. Et donc, ce petit carnet, je conclus là-dessus, ce petit carnet tout à fait anodin, qui passe inaperçu, tout à fait... est une espèce de réserve, est une espèce de pli de temps apprivoisé,
évidemment qu'on ne livre pas au premier venu, mais qui est une archive en même temps d'un nous. C'est profondément un carnet intime. Et c'est aussi complètement une archive d'un nous. Merci. Merci. Avant de donner la parole à Patrice Marcillou, je voulais juste ajouter un petit addendum à ce que tu viens de dire, Jean-François, sur le modèle de ce que vous avez fait avec Philippe et d'autres. Sur les agendas, on avait produit une émission de radio qui s'appelait, c'était Amaury Chardot et Séverine Cassard qui l'avaient fait dans la Fabrique de l'Histoire il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelait Une vie tout compte fait, qui était composée de 3 agendas retrouvés sur un marché, une brocante, dont on n'avait pas les noms des propriétaires, mais qui notait tous les jours les achats qui étaient faits par une famille entre 1949, 1950 et 1964 pour le 3e d'entre eux. Et on a donc donné à 3 historiens et historiennes de la consommation de l'après-guerre la lecture de ces agendas, qui en ont déduit une famille, un type de consommation, un type de classe sociale, la progression de la classe sociale entre 49-50, où on mangeait des abats, et 1964, où on mangeait du beefsteak. Les vacances en Espagne, la réparation de la 404 pour partir en Espagne dans les années 60, etc. Et le plus drôle, c'est que cette émission a été entendue par une des personnes de cette famille, qui était un des 3 enfants, qui l'a donné à écouter à sa sœur. Et sa sœur, on voulait faire une suite à cette histoire. Et sa sœur a refusé catégoriquement, parce que bien que ne sachant pas qui étaient ces gens-là, on n'avait pas donné leur... Elle s'est reconnue, et elle a considéré qu'elle était violée dans son intimité. C'est-à-dire que l'intimité de cette famille, les achats, les petites culottes courtes, les robes qu'on avait achetées pour les 12 ans, lui ont paru comme une sorte d'émergence de son intimité dans l'espace public qui lui a été insupportable. Et je voulais juste donner ça comme complément, comme une sorte de portrait chinois qui aurait été non plus anonymisé, mais en l'occurrence, on aurait levé l'anonymat, alors qu'elle était la seule à savoir que c'était elle, avec son frère, et elle a refusé de participer à la suite, puisque le frère, lui, qui vivait au Guatemala, qui était totalement séparé de cette histoire de familiale, etc., voulait faire une suite pour expliquer pourquoi il avait trouvé que les historiens avaient une bonne lecture et les archivistes de cette vie familiale dont il se souvenait, mais la sœur avait refusé de le faire, et donc elle s'est considérée comme attaquée, dépossédée de sa propre histoire, simplement par la lecture de ces agendas qui ne disaient rien d'autre que Delphine, robe, 12 ans, etc., etc., etc. Voilà, c'était juste un petit addendum. Juste, ça m'arrive assez souvent. Ça m'est déjà arrivé que des gens me disent « Ah non, non, non... Enfin, il faut comprendre que des gens peuvent être très irrités, et un mois après, on peut rencontrer les gens. Enfin, cette jeune femme est possiblement dans une discussion, dire voilà, je voulais juste indiquer que si on rencontrait les gens, passer 1 heure ou 2 avec des gens, ça modifie ce rapport et l'intelligibilité de la chose. Enfin bref. Patrice Marcillou, donc Archives de soi, Archives pour soi, c'est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais consacrer mon temps de parole sur ce beau thème des archives de soi à quelque chose qui, me semble-t-il, a été présent pendant toute la matinée, dès la conférence inaugurale, si je puis dire, de Philippe Artière, qui est la question de la catégorisation de ces archives de soi. C'est pour ça que j'avais mis comme titre archives de soi, archives pour soi, mais j'aurais pu mettre archives sur soi, décliner tout ça à l'infini, mais ça aurait été sans doute un peu lourd. Et puis, d'ailleurs, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Mais enfin, il me semble qu'évidemment, dans archives de soi, et quels que soient les autres termes qu'on emploie, on en emploie d'autres, archives personnelles, etc., etc., il y a plusieurs choses différentes d'un point de vue archivistique, bien sûr, et qu'il y a peut-être un effort de catégorisation à faire, non pas parce que c'est un but en soi de faire une typologie, une catégorisation, mais c'est la deuxième idée que je voudrais partager avec vous, parce que cette catégorisation est porteuse de conséquences en termes de degré de liberté du sujet, si je puis dire, dans son rapport à ses archives, ou donc, pour reprendre le terme qui a été aussi énoncé en début de matinée, en termes de processus de subjectivation. Voilà. Donc, il me semble
qu'il y a, je voudrais simplement rappeler, qu'il y a, me semble-t-il, déjà 2 grandes catégories. Philippe Artière a commencé sa conférence en mettant de côté les pratiques d'écriture de soi, diariste, etc., en disant que ce n'étaient pas des pratiques d'archivage. Une fois qu'on a fait ça, je dirais, moi, il me semble qu'il y a à distinguer des archives qui résultent de pratiques d'auto-archivage. Alors, je ne sais pas s'il faut appeler des auto-archives, mais enfin, je veux dire par là des ensembles de documents, quels qu'ils soient, quel que soit le support, bien sûr, mais qui résultent d'une mise en mouvement du sujet, à un moment donné, quelle que soit la forme de cette mise en mouvement. Donc, ça peut être une mise en mouvement pour créer des documents, ça peut être une mise en mouvement pour collecter, pour rassembler, pour conserver, etc., etc. Mais, à l'origine de cette première catégorie, il y a quelque chose qui vient du sujet, ça vient de lui. Donc, on pourrait parler, pour reprendre des catégorisations qui ont existé en archivistique, d'archives provoquées ou d'archives créées, avec toutes les prudences, bien sûr, autour de cette terminologie. Alors, dans cette première catégorie, on peut placer toute une série de pratiques qui ont une connotation très technologique, technologisée, on y a fait allusion, le life logging, etc., mais aussi toutes les pratiques qui sont à base de quantification de soi, de conservation de toute une série de données, y compris, je dirais, d'indicateurs biologiques de soi et sur soi. Voilà. Mais ce n'est pas uniquement, évidemment, dans cette première catégorie, il n'y a pas que du technique ou du technologique. Par exemple, on y faisait allusion tout à l'heure, la généalogie finit souvent par quelque chose qui ressortit de l'écriture de soi. Et donc, évidemment, là, c'est bien le sujet qui, à partir d'autres archives, ma deuxième catégorie, produit des auto-archives volontairement dans un processus qui a à voir avec la connaissance de soi, la transmission de soi, etc. Et puis, donc, il y a tout le reste. C'est-à-dire que les archives de soi, c'est les auto-archives et c'est tout le reste. Et tout le reste, c'est extensible à l'infini. C'est-à-dire que tout peut faire... Alors, je ne sais pas du coup comment il faut l'appeler, comment on pourrait l'appeler, ces archives potentiellement individuelles. C'est-à-dire l'ensemble des documents, des archives, qui peuvent, à un moment donné, faire l'objet d'un rapport individualisé du sujet par rapport à ces archives, qui peuvent faire l'objet d'un usage, d'une logique d'usage, d'une utilisation par le sujet, tournée vers soi, quels que soient les fondements psychologiques ou pas de cette démarche. Si on y réfléchit un instant, par exemple la généalogie. La généalogie, c'est une pratique qui, les travaux auxquels il a été fait allusion, moi j'appartiens à une génération où chez les archivistes, on se dit qu'est-ce qui fait courir les généalogistes, si je puis dire. Bon, les travaux auxquels il a été fait allusion, Sylvie Sagne et d'autres, me semble-t-il, une des choses qu'ils apportent, c'est de dire que c'est une pratique de connaissance de soi, en fait, de redécouverte de soi, etc., etc. Et cette pratique, elle se fait à partir de documents, des archives d'état civil, mais des archives notariées, des registres matricules, etc., etc. Donc vous pouvez me dire, ils ont tous en commun, ces documents, d'avoir un aspect nominatif. D'accord. Alors certes, ils n'ont pas été produits dans une finalité d'auto-archivage du sujet, on est bien d'accord. Mais le généalogiste peut très bien, supposons qu'il se découvre un ancêtre qui le passionne pour une raison X ou Y, un engagement, cet ancêtre a traversé une circonstance historique, etc., etc. Et puis, dans une pratique d'histoire amateur, le généalogiste va aussi consulter des archives en historien. Voilà. Donc, il y a là quelque chose qui est extensible à l'infini. C'est le problème d'ailleurs de cette catégorie, c'est que tout peut devenir archive de soi, au titre de cette deuxième catégorie. Tout peut faire l'objet d'une démarche de consultation fondamentalement tournée vers le sujet. Alors, une fois que j'ai dit ça, évidemment, comme toute catégorisation, ça ne marche pas, mon affaire. Vous pouvez me dire, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent non, mais alors dans quelle catégorie vous mettez ça ou tu mets ça, etc. Et alors évidemment, je suis d'accord, il y a plein de zones frontières, il y a plein d'objets frontières. Et je dirais peut-être que par rapport à la thématique de ce matin, on pourrait s'amuser à
essayer de penser les évolutions actuelles des archives de soi en termes de brouillage de la catégorisation que je propose, si je puis dire. C'est-à-dire que, sans doute, une des marques de la modernité des archives de soi, c'est le brouillage peut-être de cette catégorisation d'évidence, en fait, qui est la finalité, au fond, de la production des archives. Bon. On le voit, donc ces éléments de brouillage, on les voit très nettement du côté d'Internet auquel il a été fait allusion, la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, sur Internet, il y a toute une série de traces de soi, dont certaines vont faire l'objet d'un archivage malgré soi, les archives courantes dont on parlait tout à l'heure, mais en revanche, il est bien certain qu'il y a sur Internet et sur les réseaux sociaux notamment des procédures qui consistent à créer des traces, les conserver et les auto-archiver de manière consciente, tout ce qui est du domaine, disons, de ce que Serge Tisseron appelait l'extimité, où on est bien là dans quelque chose de volontairement exposé de la sphère, traditionnellement, de l'intime. On pourrait citer aussi comme pratique comme élément comme exemple, de brouillage de ma catégorisation, tout ce qui est les pratiques de redocumentarisation favorisées par le numérique. Là, c'est extrêmement fascinant pour les archivistes, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est le sujet qui va piocher dans des archives numérisées quelque chose, je ne sais pas moi, une fiche matricule, une fiche de soldats morts pour la France, etc., etc., et qui la rapatrie sur un blog personnel et qui la mélange, à travers tout ce que permet le numérique, à ses archives à lui ou à des éléments à lui. Et il y a une nouvelle création d'archives de soi. Ça a été étudié par exemple à la BNF par rapport aux usages de Gallica par les passionnés de la Première Guerre mondiale, et c'est tout à fait fascinant. Il y a d'autres points de brouillage de cette catégorisation qui ne sont pas technologiques, mais il y en a plein d'autres, vous allez sans doute m'en suggérer, mais j'en vois une assez fascinante qui résulte de ce qu'on pourrait appeler la redéfinition du programme institutionnel, c'est-à-dire certaines institutions qui s'interrogent sur les traces du sujet ou les archives de soi du sujet. Voilà l'exemple auquel je pense, et je travaille un petit peu actuellement dessus, ce sont les albums de vie qui sont constitués par un certain nombre d'institutions qui ont à voir, disons, avec l'aide à l'enfance, la protection de l'enfance, etc., etc. Donc, pour donner l'exemple de manière très claire et très directe, les pouponnières, les foyers qui accueillent des jeunes qui, à un moment donné ou un autre, sont placés, si je puis dire, et qui se disent « ces enfants ne vont pas avoir d'archives personnelles et familiales, et en particulier, ils n'auront sans doute pas l'album qu'ont les enfants normaux, entre guillemets, ou que nous n'avons pas. Les pratiques d'oubli ou d'évitement doivent être prises en compte. Mais donc, là, de manière extrêmement fascinante, je trouve, l'institution se dit, il faut qu'on lui crée ces archives, et donc on va lui créer un album de photos dont on ne sait pas trop que faire d'ailleurs ensuite, mais qu'on va en principe lui remettre quand il partira, à un moment ou à un autre. Voilà donc un certain nombre d'éléments qui se situent à la frontière de mes deux catégories. Alors, je disais, si j'évoque cette question de catégorisation, c'est parce qu'il me semble qu'entre ces différentes catégories, il y a des degrés différents en termes de liberté du sujet par rapport à ces différentes formes d'archives de soi. Et j'ai envie de dire que la liberté n'est pas forcément, la plus grande liberté n'est pas forcément là où elle prétend être ou là où on pourrait croire qu'elle est. Je veux dire que tout ce qui est du domaine du construit, du co-construit, de l'auto-archivé, donc du je ou du nous, mais alors encore plus du nous, ça se prétend souvent comme un acte de libération, de prise de contrôle de soi, de libération contre l'État, contre des éléments qui ont opprimé, des éléments oppressants, etc., etc. Or, en fait, c'est très construit et c'est donc très enfermant et très assignant. La deuxième catégorie, c'est-à-dire les archives qui ont été produites dans une finalité complètement autre que la construction du sujet, l'individualité, etc., etc., alors elles garantissent beaucoup plus la liberté de construction du sujet quand il interroge ces archives. On l'a dit à propos de la généalogie. Je reviens à partir
2 minutes encore, je reviens à mon exemple de l'album de vie dans les institutions qui accueillent des enfants temporairement, définitivement placés, etc. Comparer l'intérêt, si vous voulez, pour le sujet de cet album de vie avec l'intérêt de consultation du dossier d'ASE ou d'un autre type de dossier, des dossiers des différents établissements qui ont pu l'accueillir, etc., etc. Il n'y a pas photo, si je puis dire, par rapport à l'album de vie. D'ailleurs, si on regarde ce qui se dit sur les forums d'anciens, etc., etc., il est évident que ce qu'ils veulent voir, c'est les archives administratives, j'ai envie de dire, les concernant. Parce que c'est pas parce qu'elles font... Alors, évidemment, elles sont moins construites, donc ils se disent il y a peut-être plus de vérité, etc., etc., mais c'est parce que j'ai envie de dire que le bricolage du sujet avec ces documents-là pour se construire son histoire, sa mémoire, comme il en a envie, va être beaucoup plus aisé, beaucoup plus riche. Bon, alors, comme j'ai pris l'exemple des photos, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur les photos, d'autant plus que, parenthèse, les acteurs se demandent comment il faut faire ces albums, donc prendre des photos sans qu'il y ait d'autres enfants, parce que ça pourrait poser des problèmes. Enfin bref, mais là, c'est une parenthèse dans mon affaire. Mais il est clair que ce sont la deuxième catégorie d'archives qui garantit, à mon avis, le plus cette liberté du sujet par rapport à sa propre histoire. Et donc, et je pourrais être dans les temps, et donc il me semble que cet élément-là, et ça peut faire le lien avec la séance de cet après-midi, me semble-t-il, ça interroge fortement les archivistes. Parce qu'à partir du moment où, au fond, dans la rubrique archives de soi, au fond, pour faire bref et très, très compacté, je vous propose de survaloriser d'une certaine manière les archives qui ne sont pas à finalité individuelle, alors donc ça pose la question de la prise en compte dans les techniques d'évaluation, d'échantillonnage, de destruction, etc., de ces archives potentiellement individuelles, de cette logique d'usage potentielle, excusez la répétition. Une fois que j'ai dit ça, j'ai dit le plus facile. Mais je peux en rester là. Merci, merci beaucoup. Je vais passer la parole à la salle. J'avais peut-être une question pour Isabelle qui m'était venue pendant la présentation. Est-ce que vous avez conservé les différentes versions de ces écrits de chercheurs sur eux-mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous ont confié la version définitive, celle qui a servi à soutenir son HDR, par exemple, ou est-ce que vous avez pu obtenir parfois les repentirs, les choix précédents, les modes d'écriture différentes, etc. Puisqu'aujourd'hui, par l'informatique, c'est possible d'avoir conservé ces différentes versions. Est-ce que ça serait utile pour pouvoir comprendre justement les façons de se présenter et d'écrire sur soi? Ça serait intéressant, ce n'est pas ce qu'on a eu à une ou deux exceptions près. Par exemple, de fichiers qui ne fonctionnaient pas bien. Donc, les personnes en question nous ont envoyé un autre fichier, par exemple sous Word plutôt que sous PDF, etc. Et en fait, ça ne correspondait pas nécessairement à la même date, donc à la même version. Mais c'est très marginal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire, c'est la comparaison entre les textes de ces mémoires tels qu'ils nous ont été fournis et qui étaient ceux de la soutenance, du moment de la soutenance, et puis les textes publiés, dans le cas où ils ont été publiés, dans la collection que j'évoquais tout à l'heure, où il y a maintenant 13 textes, je crois, qui ont été publiés. Donc là, on peut effectivement travailler sur cet écart entre ce qui est écrit pour l'exercice dans le contexte et ce qui va recevoir une plus grande visibilité, c'est-à-dire ce qui est publié. Ça, on ne l'a pas encore tellement travaillé. Mais... Y a-t-il des questions pour nos trois intervenants? Oui. Non. Vous m'entendez là? Oui. Oui, ah, oui. D'accord. Merci. François Borde de l'IMEC. Une remarque pour Jean-François Lahaye et puis une question. D'abord pour vous remercier de votre éclairage vraiment formidable et passionnant et très stimulant sur l'objet agenda, hein, qui est aussi un objet
imprimé avec toute une histoire. À l'IMEC, alors petite parenthèse, l'IMEC c'est une institution de droit privé où les acteurs et les archives sont privés, c'est pas une succursale systématique. L'IMEC est fondé sur la notion et la pratique du contrat. À l'IMEC, nous prêtons le plus vif intérêt à l'objet agenda au moment des collectes, en particulier des agendas personnels, et on pointe souvent, d'ailleurs, j'en parlais avec Goulven Lebrec, on pointe souvent chez les déposants toujours un petit moment d'hésitation qui dit bien, à mon avis, ce que vous avez indiqué. Les agendas sont essentiels aussi pour les intellectuels, pour les écrivains, pour les artistes, et les chercheurs et les intellectuels. Ils sont importants pour écrire la biographie, il me semble. On a, il est parti, Yann, mais c'est un élément important, que ce soit les agendas de Derrida qui sont conservés à l'IMEC. Pascal Butel est là, de l'IMEC, elle doit avoir aussi d'autres exemples. Moi, je pense aussi à ce qui est aux agendas de Jean-François Revel qui sont conservés à la BNF. Ils sont extrêmement riches d'informations et de toutes ces informations que vous avez indiquées. Donc c'est vraiment, à mon avis, un sujet d'étude en soi, un objet vraiment, un objet clé, y compris pour aujourd'hui. Et j'en viens à ma question. Ma question, c'est, je pense que tout le monde en fait l'expérience, que vous avez un agenda papier ou un agenda numérique. Et ma question, c'est naturellement, quelle place vous faites dans votre réflexion à la question de l'agenda numérique? Je m'arrête au papier. Le titre de mon prochain ouvrage, c'est La mort, l'agenda est mort. C'est effectivement, je crois vraiment qu'il est en train de mourir vraiment, mais je n'ai pas sauté le pas du 21e siècle, vraiment. Et sans me poser la question, justement, parce que tout le monde passe à... Est-ce qu'il est vraiment mort? Je pense que non, il va encore traîner en sous-main, mais pendant peut-être 50 ans. Mais massivement, je crois, les étudiants que j'ai à Paris 8, ils ont absolument, il n'y en a pas un qui a un agenda. Je ne sais pas comment ils font pour ponctuer leur temps et noter leur temps. Mais l'agenda, c'est une génération... ça s'arrête. Des étudiants aujourd'hui n'ont pas d'agenda, je crois. Ils ont peut-être des agendas électroniques. Le problème des agendas électroniques, si vous en avez déjà fait l'expérience, c'est qu'ils s'effacent. Les agendas notamment téléphoniques, en tout cas certains logiciels s'effacent, ne sont pas conservés. Et donc si, je sais pas, moi j'en ai fait une expérience très personnelle, je croyais avoir conservé pendant 1 an mon agenda, mais il a disparu. C'est vrai. Alors il est peut-être dans un cloud quelconque. Il y a peut-être une enquête sur les pratiques même aujourd'hui, quoi, de l'objet. De l'objet, oui, tout à fait. C'est sur l'agenda. C'est sur l'agenda. Oui, c'est sur l'agenda. Oui, merci. En fait, je voulais savoir, toujours sur l'agenda et par rapport à l'agenda numérique, parce que ce qui me semble effectivement, c'est que l'agenda numérique disparaît, d'une part, et que d'autre part, il est réduit au temps, c'est-à-dire à un calendrier, à l'occupation des différents moments de la journée, alors que dans les agendas papier, il y a plein de modèles disponibles qui laissent plus ou moins de place à des notes libres ou le temps contraint. Donc je trouve que ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Donc effectivement, je pense qu'au moment où on choisissait, parce que je vais utiliser l'imparfait, son agenda, on choisissait aussi son usage, qui était une manière de ne faire que noter l'organisation de sa journée, ou d'ores et déjà en faire presque une forme de journal de soi, où on noterait d'autres choses. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Vous avez fait aussi la distinction entre l'agenda donné, en fait, par des institutions, et puis ceux qu'on choisirait plus librement dans des marques qui, en l'occurrence, n'étaient pas si nombreuses. Et je voulais savoir, donc, dans les agendas papier, si vous aviez noté les manières de raturer, barrer, effacer avec du blanc, et donc laisser trace de la vraie journée ou pas. Vous voyez ce que... Voilà. Oui, je trouve que c'est intéressant, parce que, notamment, en l'occurrence, je suis grande utilisatrice d'agenda, mais il y a un certain nombre d'agendas qui sont comme des petits classeurs, et où en fait on peut aussi effacer en changeant une page. On
peut effacer ce qu'aurait été la journée par ce que la semaine a vraiment été. Donc dans ce rapport au temps, à l'usage, à ce qu'on raconte dans l'agenda, est-ce qu'au moins dans les formes, ce que vous dites c'est un petit carnet, c'est pas toujours un petit carnet, enfin c'est un petit classeur, et donc dans l'usage, est-ce qu'au moins du côté des ratures, etc., vous avez remarqué des choses particulières? Il y a déjà le format, il y a quand même aussi des très gros agendas, des agendas professionnels grand format, de travail, avant tout de travail, mais évidemment qui sont bavards de plein d'autres choses. Puis il y a de la place pour noter et ses comptes, et ses dettes, et ses rangs. Enfin bref, c'est beaucoup plus riche. Plus c'est grand, plus il y a d'informations généralement. Sinon, un agenda sur 10 ou 20 a tendance à devenir un agenda. Après, les gens notent, donc reconstituent leur semaine. Lundi, j'ai fait ça, j'étais bien là. Mardi, j'ai fait ça. Donc, et avec une précision parfois plus grande et avec une réflexivité plus grande quand les gens reviennent en arrière. Dans ces agendas, parfois, il y a des bilans de vie qui ne s'annoncent pas comme ça. C'est moi qui décide d'appeler ça des bilans de vie. Mais souvent, arrivé en décembre ou janvier, il y a « je vais cette année m'attacher à » donc une déclaration d'intention de « je vais faire gaffe à mon fils qui déconne à l'école, enfin moi je vais ». Et des bilans de l'année passée au mois de janvier, événements marquants chaque mois. Donc on a une phrase, on fait une phrase par mois de l'événement marquant. C'est assez intéressant de voir comment on peut résumer son mois. C'est quoi dans ce mois? Et donc il y a plein de manières de parler du temps très court, enfin du temps long, du temps plus court, de personnes. Et donc oui, il y a une pluralité énorme et immense de traitement du temps des individus. Et puis il faut peut-être y ajouter les périodes un peu particulières où on ne note rien dans l'agenda. Je me souviendrai toujours de la querelle, mais vous l'avez connue effectivement, autour des Aubrac avec la table ronde de Libération, où la grande phrase de Raymond, c'était de dire on ne tenait pas d'agenda dans la Résistance. Quand on lui demandait s'il était bien là le 12 mars 43, par exemple, la réponse était on ne tenait pas d'agenda dans la Résistance. Oui, monsieur. Gaulin Aurec, Campus Condorcet. Moi, c'était une remarque par rapport à l'intervention de Isabelle Lacoue-Labarthe concernant le mode de collecte et un peu ce que ça veut dire aussi du statut des documents pour les dossiers d'HDR. Parce que j'ai travaillé aux archives à Sciences Po en tant qu'archiviste. Et un de mes premiers travaux, ça a été de collecter les dossiers d'HDR de l'école doctorale d'histoire. Donc il y a énormément de dossiers. Oui. Et donc j'étais assez surpris en vous entendant. Vous allez me répondre, est-ce que vous avez aussi fait la démarche auprès des services archives des établissements de SR, puisqu'en fait il y a, pas systématiquement, mais très souvent quand même, ces dossiers-là sont quand même conservés, j'imagine, et déjà collectés, notamment aussi au CNRS, je pense qu'on pourra trouver des traces. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de ces documents comme des documents privés. Moi, j'ai entendu ça comme ça. Alors que, d'un point de vue d'archiviste de l'ESR, c'est plutôt des archives qu'on considérait comme des archives d'établissements majoritairement publics. En fait, effectivement, nous, c'est plutôt adressé aux écoles doctorales, effectivement. Mais en fait, c'est un statut un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépôt et d'enregistrement systématique du mémoire. Et ça, on le retrouve, on trouve des différences locales. C'est-à-dire que vous avez fait ce travail systématiquement, mais c'est un petit peu à l'initiative des responsables, justement, des écoles doctorales ou des archives de l'université. Donc, c'est assez variable. Mais effectivement, le statut est assez problématique de ces textes. Mais ça... Oui, ça, vraiment, il y a des différences qui sont considérables. Après, moi, ça m'amène à évoquer la question, en fait, de l'intime. Un certain nombre de textes nous ont été refusés parce que les historiens et historiennes en question estimaient que c'était des textes qui étaient trop intimes. Ce qui est assez intéressant, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce qui est demandé dans l'exercice.
Et d'autant qu'il a été présenté, ce texte, à un jury. Donc, mais absolument. Donc ça veut dire qu'il y a un espace qui est de diffusion, mais qui est supposé limité dans le temps. On retrouve aussi la question du temps. Et là, c'est admissible. Mais effectivement, c'est extrêmement ambigu, ce rapport au texte. Oui. Merci beaucoup pour vos interventions, toutes excellentes et qui révèlent des questions, des aspects, des types différents de l'écriture et aussi de la constitution des archives d'un soi ou d'un nous. Donc moi aussi, j'ai une question qui concerne les agendas. Les agendas que je trouve une source excellente pour l'écriture de l'histoire, pour la connaissance d'un groupe ou d'une personne. Et donc, je m'intéresse. Donc, j'étais très intéressée de vous entendre lire ces extraits de l'agenda d'un ouvrier. Je me demande quelle est l'impulsion derrière cette façon d'enregistrer son quotidien. Donc, cette manière qui consiste en la rédaction, pas d'un texte, mais plutôt d'enregistrer des lieux qu'il a visités, des choses qu'il a fait. Est-ce que derrière, il y a une conscience de l'importance de ces mots, ces phrases courtes pour l'histoire, pour l'avenir? Est-ce qu'il s'adresse à l'avenir? Est-ce que... Voilà, donc quelle est votre opinion? Je crois pas. Enfin... quand vous prenez le cahier scolaire, le fameux cahier de texte d'un enfant, vous faites un recueil, et vous voyez tout ce qu'il y a, le jeune homme ou l'enfant qui fait son... Il y a 40 000 informations dans l'agenda, mais ce ne sont pas une seconde qu'il y a 40 000 informations. L'agenda, au fil des mois et des années, c'est pareil. Je pense qu'on l'écrit quand même pour le présent. L'agenda, quand même, conduit le présent. Et le proche est très vite, celui de l'an dernier, il est vraiment mis de côté. Je crois pas, il n'est pas acheté, mais il est mis de côté comme pense bête. Si on a besoin d'un numéro de téléphone d'il y a 2 ans, on peut le retrouver là. Enfin, mais je ne pense pas qu'on n'agit pas tous les jours en se disant je fais œuvre d'histoire. Tout ça, c'est bon pour Philippe Artière et tout ça. Ouais, on est assez modeste, je crois. Oui, Jean-Philippe Legois. Effectivement, merci à tous les trois. Et une petite question pour commencer à Isabelle concernant votre volonté de faire un fond de tous ces documents. Vous avez dit que vous aviez recueilli des témoignages oraux. Donc, dans ce fond-là, quelle place pour ces archives-là? Une remarque à partir de ce que disait Emmanuel sur on n'a pas d'agenda dans la résistance par rapport à ce que disait Jean-François. La question effectivement des oublis qu'il peut y avoir dans les témoignages oraux ou dans les agendas, en fait, c'est toujours la première règle de la démarche historique, c'est de croiser les sources, parce qu'en fait, il y a des moments où il y a des trous, il y a des moments où il y a des trous dans la mémoire, mais il y a aussi des trous dans les agendas. Et une question plus générale, et pour Jean-François et pour Patrice. Donc Jean-François a parlé de... dans l'agenda, il y a le je et le nous qui s'entremêlent. On a parlé du mois de l'année. Si on parle du mois d'une vie, il y a plusieurs nous aussi qui s'entremêlent dans le parcours biographique de chaque personne. Et je voulais juste revenir rapidement sur cette question de l'articulation entre le je et le nous, les archives du je et les archives du nous. Est-ce qu'il y a aussi à interroger cette catégorisation-là, du coup? Est-ce que c'est pas simplement les archives créées ou provoquées et le reste? Est-ce que c'est pas le je et le nous, et en complexifiant entre les grands jeux et les petits jeux, les grands nous et les petits nous, parce que on n'a pas parlé encore, on a parlé des archives de chercheurs, mais on pourrait parler des archives d'hommes politiques. Est-ce que c'est des archives du jeu? Et là, effectivement, c'est des archives d'acteurs qui peuvent avoir aussi des impacts sur du nous. Voilà. Je propose qu'avant que tous les participants répondent, Philippe, tu voulais poser une question, tu la poses parce qu'on va bientôt arriver au terme de la session. Est-ce que tu veux bien poser la question? Ouais, on arrive.
Ouais. Pour consigner. C'est marqué 12h30. Mais oui, c'était une question pour Patrice, mais c'était en vous écoutant tous. Ce qui me frappe, c'est que cette catégorie archives de soi, finalement, si on l'historicise un peu, et c'est un différent assez fort justement avec des chercheurs qui travaillent sur des archives de soi. Je pense à Philippe Lejeune notamment, parce que tous les trois, en fait, c'est des situations de contrainte. Enfin, ce que vous avez bien mis en avant, c'est que, en fait, on n'écrit que sous la contrainte. Et on écrit sur soi que sous la contrainte. Et que on peut se demander dans quelle mesure, et c'est un peu la question que je vous adresserai, dans quelle mesure, au fond, toutes ces pratiques, toutes ces écritures, elles participent certes d'une histoire du sujet en Occident au XXe siècle. Bon, un sujet discipliné, pour reprendre l'expression de Jean-François, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui relèverait d'une catégorie, alors quasiment après coup, qui serait soi, finalement? Est-ce que ces écritures, et vous le dites très bien pour les dossiers d'enfants placés, comment finalement la production d'archives de soi est beaucoup moins intéressante pour le sujet que et de même l'agenda de la CGT, il est beaucoup plus intéressant pour le sujet, parce qu'il doit se situer aussi par rapport à nous qu'un agenda qu'on achèterait, un agenda qu'on se construirait. Et donc, est-ce que c'est subjectivation, ou est-ce que c'est au contraire plutôt résultat, finalement, ce soi, il n'est pas résultat d'une injonction, pour dire les choses très brutalement. Vous voulez, allez-y, répondre peut-être à la fois à... Oui, alors, le je, le nous, autre catégorisation, oui, sans doute. Autre catégorisation que fabriqué, pas fabriqué, ceci étant dit, ça se croise, quoi. C'est-à-dire, il y a le nous préfabriqué, le nous communautaire, et c'est les archives communautaires, et puis il y a le nous auquel on peut s'identifier à partir plus de l'utilisation des archives deuxième catégorie, quoi. Donc ça s'est écrit là encore, si on regarde dans les travaux qui existent sur la généalogie. Les ancêtres, ils tombent pas tout faits, l'arbre généalogique, il tombe pas tout fait. Donc forcément, à un moment donné, on choisit. Bon, quand les personnes qui ont interrogé les généalogistes, là, à un moment donné, les gens, ils choisissent. Voilà, elle est sur mesure. Et elle est sur mesure en fonction de X facteurs. Et ça peut être l'adhésion à un nous politique, un nous idéologique. Celui-là, là, cet ancêtre-là, il me plaît parce qu'il avait des idées de gauche. Et moi, je suis de gauche. Bon, là, c'est un nous qui se construit dans le rapport au document d'archives. Après, les archives LGBTQI, c'est un nous qui s'impose dès le départ, enfin, qui est proposé comme fabriqué dès le départ. Alors après, l'historisation de la catégorie archives de soi, je ne sais pas répondre. Et oui, bien sûr que là, il y aurait quelque chose à creuser, certainement. Alors, archives de soi contraintes, moins intéressantes ou riches que les autres, si je puis dire. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose dans cette catégorie archives de soi au sens produite par le sujet, alors qui effectivement est très loin de subjectivation, à mon avis, mais dans la catégorie archives de soi produite par le sujet, est-ce qu'il y a quelque chose, si j'ai bien compris votre question et votre intervention, du domaine de l'injonction?
oui, je pense, oui, il y a quelque chose du côté de l'injonction d'une forme de modernité qui a à voir avec la sociologie de l'individu, avec l'injonction à se construire soi-même, etc., etc. D'ailleurs, tous ceux qui disent que c'est bien d'enregistrer ces constantes biologiques, etc., etc., c'est une manière de construire soi-même, de prendre le contrôle de son corps, de sa santé, etc., etc. Donc, je dirais plutôt que je me sens en adéquation avec votre intervention. Oui. Juste pour donner une petite précision par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la généalogie choisie, je me souviens d'un documentaire qui a été fait sur France Culture sur une correspondance d'un colon en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e qui avait été retrouvé dans la famille. C'était les lettres qui avaient été envoyées par ce colon qui était mort sur place en 1900. Et on avait demandé à 3 membres de la famille, l'arrière-petite-nièce, l'arrière-arrière-petit-neveu et puis quelqu'un d'autre, de nous dire ce qu'ils pensaient de ce personnage-là. Et c'était extraordinaire, parce que pour l'une, c'était un héros de la civilisation qui s'était rendu en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir soigner les gens. Pour l'autre, c'était un combat de petit propriétaire qui était quelqu'un qui n'avait pas de quoi vivre en France et qui était parti pour pouvoir vivre mieux dans un pays lointain. Et le troisième, c'était un fiefé colonialiste dont on ne voulait pas entendre parler dans la famille. Et c'est extraordinaire dans ce choix justement de la généalogie, comment une simple correspondance envoyée en France par quelqu'un qui l'avait quitté pour la Nouvelle-Calédonie racontait une autre histoire pour chacun des membres de la famille. Jean-François, tu voulais répondre à... Non, mais c'est... Si on est d'accord pour penser que les concepts sont des vêtements pour habiller, pour essayer de trouver... pour habiller des morceaux de réalité, il faut penser que les concepts nous soient archives de soi. Enfin, c'est des grands vêtements, quoi. C'est peut-être des trop grands vêtements, donc il faut peut-être essayer de penser avec d'autres mots, inventer d'autres mots plus proches des matériaux qu'on a. Donc voilà, c'est une réflexion. Isabelle ? Oui, alors sur le fait que c'est un exercice contraint, oui, bien sûr, ce qui fait que, en fait, on peut pas du tout... on construit une image de soi qui est celle qui est supposée attendue dans cette profession qui est celle des historiens et des historiennes. Et là, ça permet de faire le lien aussi avec la question des archives orales. Et en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a de la déperdition à l'oral par rapport à l'agenda. Mais là, c'est l'inverse, en fait. On a beaucoup plus de choses qui sont dites dans les entretiens oraux que dans ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit est uniquement, et en tout cas, à la fois en partie un espace de liberté, dans la mesure où il n'y avait pas beaucoup de normes définies pour l'exercice au départ. Mais le fait qu'il soit de plus en plus lu, publié, impose en fait, en quelque sorte, un regard extérieur et des formes de normes, ou en tout cas une moins grande liberté. Mais effectivement, au départ, les archives orales sont beaucoup plus riches, l'écrit est plus contraint et va nous renseigner non pas tant sur, un peu bien sûr, sur les parcours des historiens et des historiennes, mais surtout sur la manière dont ils se représentent la profession. Là, c'est pour nous assez intéressant. Et juste petite précision technique, les archives orales, en fait, sont les entretiens, ils sont dans la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences humaines, puisque c'est en fait une partie du groupe qui est à Aix qui s'occupe de cette collecte d'entretiens oraux. Et les documents écrits sont sur le site de d'Humanum, dans une catégorie de documents, Sherdocs, et puisque c'est avec eux qu'on travaille notamment aussi pour le programme d'analyse. Une dernière question ? Oui. Peut-être 2 dernières questions, vous les posez l'une derrière l'autre et puis on... Bonjour, Aurel Crasson, item. Je suis juste étonnée qu'on n'ait pas tellement parlé des artistes ou des écrivains parmi les gens qui constituent des archives et
bon, qu'il les sélectionne. Pour moi, une archive, c'est pas un simple document, c'est un document qui a été pensé et interprété. Et je me posais la question, par exemple, par rapport à des photographes, comment des photographes peuvent se placer. Alors, je cite deux exemples, l'exemple de Xavier Pernaut et l'exemple d'un photographe qui s'était intéressé à l'inventaire du paysage, qui n'a jamais pu participer à ce grand inventaire du paysage et qui un jour a décidé de lui-même de parcourir toute la France et de photographier tout ce que l'industrie avait laissé ou tout ce que les bâtiments avaient laissé de ces siècles derniers pour constituer finalement une archive du paysage. C'était l'inventaire de la Datar, vous voulez dire? Oui, moi je parlais de l'inventaire de la Datar, mais le photographe dont je parle ne faisait pas partie de cet inventaire. Et la différence entre cet inventaire et lui-même, je crois que l'inventaire, c'est un enregistrement. Est-ce que c'est considéré comme une archive? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour le photographe, lui, il constitue une archive à l'intérieur de laquelle il se place, lui. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est juste... je veux juste savoir comment se place l'artiste ou l'écrivain dans cette archive de soi. Est-ce que quelqu'un se sent... Oui. Puisque tu as évoqué... Non, parce que alors là, on va mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire, au fond, aujourd'hui, un écrivain qui n'a pas d'archives n'est pas un écrivain. Alors ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les écrivains versent de leur vivant. Et qu'un livre récent s'achève sur le fait que dans une institution, alors on me dit de droit privé, relié aux archives de France en tout cas, puisque c'est relié aux archives de France et c'est pas contractuel, puisqu'il y a des dons à l'IMEC, donc les dons ils vont bien à un endroit. Et bien dans un livre récent dont on a beaucoup parlé qui s'appelle Le Consentement, eh bien un écrivain mondain reconnu, a versé ses archives de son vivant et a versé même des archives qui ne sont pas les siennes, puisqu'il a versé des correspondances reçues. Alors il se trouve que ces archives ne sont pas consultables à la demande de l'écrivain, ce qui est quand même très intéressant. Et alors, bon, je prendrai un autre exemple que beaucoup d'institutions connaissent, puisqu'il a été une très nomade. C'est Pierre Guyota. Pierre Guyota, typiquement, est quelqu'un qui a construit une œuvre d'archives, puisque à côté de son œuvre textuelle, il a construit un monument d'archives, et qu'il a versé d'abord, enfin qu'il verse, c'est un grand, enfin si verser, verser, il y a une gratuité de versement. Vous voyez, ça, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il fait vivre, enfin qu'il donne, qu'il enrichit très régulièrement, que ce soit, François peut en parler, à l'IMEC, puisqu'il l'a fait à l'IMEC en versant des cassettes, les cassettes de son, c'est pas ses agendas, mais il le fait aussi, hein, au fur et à mesure, sa correspondance, ses cassettes même de répondeurs, lorsqu'il y avait des répondeurs, hein, parce que c'est aussi... Et puis, progressivement, comme ça. Donc c'est une archive. Et puis, il a quitté l'IMEC pour aller à la BNF, où là, ça pose toute la question aussi de la fermeture d'un... Enfin, quand est-ce que... Enfin, c'est-à-dire, en fait, ce monument, il le construit au fur et à mesure. Ça n'a rien à voir avec des analyses qui avaient été menées, je pense à Gilles Cugnon qui m'avait raconté ça de son vivant, quelqu'un comme Marguerite Yourcenar, qui avait construit avant de verser ses archives en disant un dossier pour mes biographes, et en virant tout ce qui... Donc je crois qu'il y a là... Pourquoi on n'a pas parlé des écrivains? Parce que probablement la question des archives des écrivains, et ça rejoint peut-être les problématiques d'Isabelle, c'est-à-dire que moi j'ai le sentiment quand même, le genre... Il y a un genre qui est né là. Et de même, on a assisté, avec en partie l'IMEC, hein, à la création d'un nouveau genre, qui est le genre fonds d'archives du vivant de l'auteur, qui est quand même un truc très particulier, où on se dit, où pour un chercheur, c'est quand même très,
c'est très singulier de se balader dans ce truc-là. C'est un peu l'exercice, vous savez, à Cerisy, en présence de l'auteur. Là, c'est un truc. Et donc là, alors des colloques sur les archives de en présence de l'auteur. Là, on atteint un niveau, comme dit Yann, de ça suinte. Une dernière question. Sachant que ça s'étend aussi aux sociologues et aux chercheurs, c'est le cas d'Edgar Morin aussi, qui fait des versements réguliers. Oui, dernière question. Merci, moi je voulais revenir sur la problématique de l'archive de nous. Et en fait, il me semble que le nous, il est construit de manière performative, pour reprendre la proposition de Anne Stoller hier. Et en fait, le nous, moi la question que je voulais poser, c'est... quel est l'intérêt à construire de manière performative ce nous? Parce que je ne crois pas qu'il y ait de nous donné. Par exemple, quand vous dites que le nous LGBTQI, il est donné, en réalité, il est construit. On ne sait pas très bien. D'ailleurs, au début, c'était LGBT, puis c'est devenu LGBTQI pour intégrer les queers et les intersexes. Et maintenant, c'est LGBTQI++ pour intégrer encore... Enfin bon, bref. Donc ce nous, il est toujours construit. Et en fait, dans un intérêt complètement politique, je crois. Et en fait, je suppose que cet intérêt politique, il a des effets sur la manière dont, justement, on va réclamer les archives, dont on va réclamer une histoire des minorités. Et la question que je voulais poser, c'est, oui, est-ce que on pourrait... comment est-ce que vous envisagez, finalement, la construction de ce nous? Est-ce qu'il y a seulement des intérêts politiques, comme je viens de le dire, ou est-ce qu'il y en aurait d'autres? Philippe, je pense que c'est pour toi. C'est toi qui as lancé le... C'est quelque chose qui a été, puisque vous évoquez cette histoire des fonds, c'est quelque chose du fonds, des archives LGBTI Q++, non QI++. Puisque au départ, il y a même eu une discussion très violente entre, d'un côté, les fonds gays, et la constitution du fonds gay et la constitution des fonds lesbiens. Et avec d'ailleurs des questions qui sont encore à l'œuvre sur la question de la consultation et sur la mixité de la consultation, qui ne me paraissent pas illégitimes. Ça ne me paraît pas du tout illégitime que des archives par exemple lesbiennes, puissent être interdites à la consultation des hommes. Ça ne me paraît pas illégitime politiquement. C'est discutable pour nous universalistes, ok, mais ça n'est pas... si on pense qu'on a les archives de son temps, alors ça me paraît tout à fait important et intéressant, en ce sens que c'est pour ça que je parlais de la question de l'historicisation. Alors Jean-François trouve que c'est des habits un peu trop grands, mais c'est quand même bien aussi de penser, ce qui est quand même alors à la fois pas nouveau parce que ça s'enseignait à l'école des Chartes depuis très longtemps, l'histoire des archives, mais en même temps une histoire politique des archives, elle est en cours. Elle est en cours et elle est pas seulement nationale, elle est aussi, je pense à ce que disait collègue new-yorkaise, c'est une histoire mondiale désormais. Il est évident que, et c'est bien un des éléments qui rentre en ligne de compte, c'est la discussion avec ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, et notamment l'oubli que ce sont souvent des fonds privés. Et on en parlait avec Agnès Magnin, c'est pas tellement l'étiquetage, c'est aussi qui finance à un moment donné. Alors je veux bien, cher François, que l'IMEC soit privé, mais l'IMEC vit avec des subventions qui sont des subventions des contribuables, ce qui n'a rien à voir. Et du coup, comment on et pour répondre à votre question, c'est ce nous extensible, il répond aussi à des contribuables. C'est-à-dire à des gens qui disent moi je veux être archivé. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit non, écoutez, non, pas vous. Pas vous.
Donc, et là, c'est très intéressant de voir quand même, et vous le savez tous, enfin beaucoup, que les archives départementales dépendent donc d'instances politiques qui sont les CG, les conseils, les anciens conseils généraux, conseils départementaux, et qu'on voit suivant les départements. Enfin, chacun des archivistes qui sont là le savent, puisqu'ils savent aussi la grille de salaire, même si elle est presque. Enfin, il y a des départements où c'est quand même vachement mieux d'être que d'autres. Et aussi pour des raisons pratiques. Et de même, les régions, c'est intéressant de voir que telle région, la région, pour ne pas citer la région Normandie, décide que l'IMEC, ça vaut la peine. Et donc met beaucoup d'argent. C'est des budgets considérables. Alors, à un moment donné, quelle région, et ça a été le cas à Lyon, par exemple, autour des archives de Chomara, qui sont un des premiers centres d'archives gays, en tout cas, eh bien, Chomara, qui était proche de Colomb, a pu avoir, proche, et puis il y avait une vraie sensibilité à Lyon autour de ces questions. Donc on revient pas seulement à des questions de personnes dépendantes au sein des archives, mais au sein des politiques. Et une fragilisation quand même qui devrait nous inquiéter, parce que moi, les défis de l'archive, c'est aussi comment les archives échappent aux politiques. Mais Philippe, Isabelle et Patrice veulent répondre très brièvement aussi. Non, juste une toute petite précision. En fait, pour ces écrits d'historiens et d'historiennes, ils se projettent dans un nous. En fait, c'est écrit au jeu. D'ailleurs, pas toujours. Parfois, c'est écrit au nous. Et l'idée, c'est justement à la fois de construire ce nous par l'image qui en est donnée et de se construire comme appartenant ou étant légitime à appartenir à ce nous. Parce que c'est quand même souvent, ce sont des textes qui doivent montrer la légitimité à faire partie d'eux. Donc le nous, il est toujours sous-jacent dans cette écriture-là. Et en même temps, c'est toujours une construction de l'image de ce nous. Je suis pas sûre que les écrivains aient toujours eu le désir de déposer leurs archives. Le point d'en est, c'est que dans beaucoup d'archives déposées, c'est un joyeux bordel, des manuscrits, des tickets de métro, des cartes, des nattes. Donc c'est pas quelque chose qui est construit. Et il me semble que lorsque le document est déposé dans un centre d'archives, c'est l'archiviste qui va construire l'archive, qui va en faire quelque chose de raisonné, de sensé, qui va venir être diffusé. Donc je ne suis pas sûre que l'archive d'un écrivain soit une archive de soi, bizarrement. Parce qu'à partir du moment où il a édité, il s'est débarrassé en fait de son travail. Ça lui échappe. Patrice Marcillou. Juste un autre élément, pour apporter un autre élément de réponse à votre question. Donc, si j'ai bien compris, sur des archives construites, à construction éventuellement évolutive de nous, donc de nous construits, est-ce forcément sur des nous politiques ou etc. Alors, non. On parle beaucoup de ces archives de nous construites sur des bases plutôt soit idéologiques, soit politiques, etc. Mais à mon avis, ce n'est pas les seuls. Là, on touche à la thématique des community archives en littérature archivistique anglophone, alors que nous, on traduit par archives communautaires, mais là, tout de suite, ça ne marche pas, parce que nous, communautaires, ça a tout de suite une autre résonance. Donc, je ne sais pas, il faut dire archives groupales, archives, je n'en sais rien. Mais non, il y a plein d'autres archives construites de nous construits. Par exemple, j'ai travaillé un petit peu sur des archives, des pratiques d'archivage amateur dans les milieux musicaux. Par exemple, dans le milieu de la musique amplifiée, il y a plein de groupes de rock ou quel que soit le type de musique qui ont des pratiques d'archivage revendiquées comme archives faites par nous-mêmes, contrôlées par nous-mêmes, avec les 4C contrôlés, si je puis dire, à l'image... mais dont on ne peut pas dire que... Alors, il y a certainement une valeur performative, mais je ne pense pas qu'on puisse la qualifier de politique, par exemple. Elle est plus... voilà. Donc oui, ça existe et c'est assez fréquent, en fait. Merci à toutes et tous et bonne continuation.
Et donc juste un petit mot pour dire que nous reprenons à 14 heures.